qu'allons-nous faire cette fois, docteur? Comment lutter contre toute l'espèce humaine? J'ai dû effacer sa mémoire pour lui sauver. Non! Si jamais elle se souvient de moi, elle en mourra. Une chose est entrée dans ce monde. Oh, c'est parce qu'il reconnaît à qui il a affaire. Qui est-ce? Celui qui attend. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et je suis ravi d'être avec Pauline de la Pepperpot Team. Salut Pauline. Salut Guillaume. Alors Pauline, tu animes avec Julien la chaîne YouTube spécialisée sur Doctor Who, Pepperpot Team, et il est fort probable que si vous êtes un peu renseigné sur Doctor Who ces dernières semaines, vous soyez tombé sur Pauline. J'ai l'impression que tu as enchaîné les podcasts et autres émissions ces derniers temps. Je n'arrête pas, je suis invitée partout pour des podcasts, je suis invitée à la télé, enfin... Je n'ai vraiment pas arrêté pour des articles dans des journaux aussi. C'est une folie, tout le monde me veut. Ça fait bizarre. Et oui, mais tu as un puits de science sur la série. J'ai vu ton passage, c'était BFM TV, je crois, non, c'est ça? BFM Business. Incroyable, ouais. Incroyable. Ça a dû être vraiment une expérience d'aller là-bas, je pense, non? C'était très particulier, c'était chouette, c'était très très chouette. J'avais pas encore fait de plateau télé. Ouais. Et j'avais fait radio, mais pas télé, et c'était très impressionnant. Ils ont une nouvelle émission depuis la rentrée qui parle de séries, je sais plus comment elle s'appelle, mais... C'est ça, c'est sur Tech & Co, et ça s'appelle Épisode suivant. Ouais, voilà. Et c'est disponible sur leur site. Yes. Tu avais participé d'ailleurs à notre calendrier de l'Avent l'année dernière, où tu avais évidemment recommandé Doctor Who, et nous avons fait depuis ensemble un épisode du podcast Graphic Saga. Voilà, allez chercher ça si vous le voulez. On y revient, en tout cas moi, parce que toi tu t'es exprimé aussi, et notamment à travers ta chaîne sur la série évidemment, moi un petit peu moins, mais en tout cas si vous voulez en savoir un peu plus sur comment j'ai découvert Doctor Who, quels sont mes épisodes préférés, vous pouvez aller écouter ce podcast, puisque nous n'allons pas parler de tout ça pendant cette watchlist. En tout cas, je te remercie encore de ta présence. Merci pour l'invitation. Nouvelle watchlist, donc, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries et consacré aujourd'hui, vous l'aurez compris, à Doctor Who et plus précisément aux 3 épisodes spéciaux qui viennent d'être diffusés sur Disney+ chez nous. Donc, un angle un peu resserré parce que, bon, déjà, il serait mission quasi impossible de revenir intégralement sur cette série SF et anglaise emblématique dans ce podcast. C'est une série, on le rappelle, riche de 26 saisons pendant l'ère dite classique, donc de 1963 à 1996, puis de 13 saisons depuis la reprise dite New Who en 2005. Je vous laisse faire le calcul du nombre d'épisodes, mais bon, ça représente quelques jours de visionnage, je pense, si ce n'est moi, à mon avis. Quelques semaines. Voilà. C'est quelques semaines de visionnage. Quelques semaines, ok. Force à tous ceux qui ont décidé de tout regarder avant, du coup, ces épisodes disponibles sur Disney+ pour être à jour. Vous avez dû avoir un sacré voyage, je pense. Cet angle, c'est aussi parce que l'arrivée de Doctor Who sur Disney+, comme je l'ai dit, à l'international, marque l'ambition pour la série d'un nouveau départ, c'est pour un nouveau public, une nouvelle vraie porte d'entrée dans la série, et c'est aussi ça qui me semble important de véhiculer comme message dans ce podcast, pour les gens qui n'auraient jamais osé regarder la série, mais on y reviendra. Est-ce que, effectivement, ces 3 épisodes disponibles sur Disney+, sont une vraie bonne porte d'entrée ou pas? Et puis enfin, parce que si vous voulez en apprendre plus sur l'ensemble de la série, mais allez voir la chaîne Pepperpot Team. Enfin, qu'est-ce que vous faites encore là à écouter ce podcast? C'est pas possible, allez vous abonner. Voilà, enfin non, bon, écoutez ce podcast avant quand même. Les vidéos bougeront pas, elles restent là, y a pas de problème. C'est ça. Mais bon, revenons à nos moutons. Doctor Who, donc actuellement showrunné par Russell T Davies, à qui l'on doit des séries comme Queer as Folk, Years and Years plus récemment, et qui revient après avoir relancé le show en 2005, après 4 saisons, produite historiquement par la BBC et depuis 2023 par Bad Wolf Productions, qui a été notamment récemment à l'œuvre sur la série His Dark Materials, donc adaptée de l'œuvre de Philip Pullman. La série raconte l'histoire du Docteur. Je vais vous la faire vraiment comme si vous ne connaissiez pas la série, et vous allez voir, le pitch en soi est très simple et très attractif. Donc la série, ça raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre presque immortel, capable de voyager dans le temps et l'espace à bord de son vaisseau, le TARDIS, et dont le métabolisme l'oblige, souvent après une blessure mortelle, à se régénérer pour prendre une nouvelle incarnation, qui se traduit également par un changement de personnalité. Donc c'est une série
semi-feuilletonnante formulaire, comme aimerait l'appeler Claire Cornillon, qu'on avait reçue dans l'émission et qu'on embrasse, puisqu'elle alterne des épisodes indépendants. Donc ici, on va partir en 1599 à la rencontre de William Shakespeare. Là, on va partir en l'an 100 milliards, littéralement à la fin de l'univers. Et des épisodes fil rouge, prenant souvent la forme de menaces, portées par des antagonistes aussi hauts en couleur que le Docteur lui-même. Le premier des 3 épisodes spéciaux dont on va parler dans cette watchlist commence donc par l'arrivée du Docteur à Londres, fraîchement régénéré et prenant les traits de l'acteur David Tennant, qu'on a pu voir récemment dans Good Omens. Un Docteur qui retrouvera rapidement Donna Noble, une ancienne connaissance, alors qu'une invasion extraterrestre semble avoir lieu. Un pitch que je trouve, ma foi, fort Doctor Who-core. Je sais pas ce que t'en penses, Pauline. C'est un peu le pitch de base de Doctor Who, non? Ah bah le premier des 3 spéciaux, c'est quand tu imagines un épisode de Doctor Who, il ressemble à ça. Dans sa structure. Donc on est vraiment sur effectivement du grand classique. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ces 3 épisodes spéciaux, j'aimerais un peu te poser la question, puisque toi, du coup, en tant que effectivement spécialiste et personne qui a suivi la série depuis un moment, comment tu as vécu les annonces autour de ces 3 épisodes spéciaux et plus globalement autour de ce qu'on va qualifier de nouveau départ pour la série? Ah bah moi forcément j'étais contente, je suis toujours contente quand ils annoncent des nouveaux épisodes. Ça fait des sujets pour les vidéos. Non, non, évidemment j'étais très contente d'avoir ces annonces pour les 3 spéciaux. On savait pas trop à quoi s'attendre. Je m'attendais à des épisodes qui se suivent beaucoup plus que ce qui a été le cas. Je me suis fait forcément, comme tous les fans, une montagne de ce que ça allait être et ça n'a pas du tout été ce que j'attendais. Mais c'est vrai que j'avais très hâte, surtout que la BBC, comme tu disais, a délégué un peu la série. Maintenant, il y a Bad Wolf Productions qui est dans la boucle, Disney+ également, même si Disney+, ils ont été un peu confidentiels sur les spéciaux, ils sont plus là à partir de l'épisode de Noël. Mais du coup, soudain, la BBC s'est retrouvée avec beaucoup plus de budget disponible pour faire la pub autour de Doctor Who, parce que ça a quand même été un gros problème ces dernières années, car la BBC, service public, grosse coupe budgétaire. Donc du coup, la communication autour de Doctor Who, c'était un massacre depuis à peu près 2014. Et là, on a enfin eu beaucoup de pubs autour, beaucoup de trailers, beaucoup d'informations, et c'était génial à suivre parce que ça a recréé un engouement, vu qu'en plus ça faisait revenir des acteurs, enfin David Tennant, tu l'as pas dit, mais il a déjà joué le Docteur par le passé, donc c'était à nouveau un peu le retour de David Tennant, le retour de Catherine Tate, qui joue Donna Noble, donc des gros acteurs, très populaires dans la série, donc ça a relancé la hype aussi à ce niveau-là, donc c'était une espèce d'émulsion entre la com et les fans, et c'était très chouette à vivre. Ok, et le choix de David Tennant, ça, c'est quelque chose qui, comment tu l'as perçu en fait? Est-ce que il y avait des rumeurs évidemment, puisqu'il y avait des photos de tournage qui avaient un peu leaké. Mais bon, les épisodes d'anniversaire sont souvent le moment de rassembler des personnes issues de l'univers de Doctor Who et éventuellement des docteurs, puisque évidemment, je l'ai dit, hein, le Docteur voyage dans l'espace et le temps, donc on peut se permettre à peu près tout. Comment tu as vu ce truc-là? Bah, j'étais contente de voir revenir David Tennant, parce que je suis toujours contente de voir revenir David Tennant quelque part. Ma déception a été surtout qu'il n'y ait que lui d'annoncer comme retour, alors que c'est déjà lui qui est revenu pour les célébrations des 50 ans, donc il y a 10 ans. Donc j'avais espéré qu'on aurait d'autres retours. En même temps, l'épisode d'avant, il y avait eu beaucoup de retours déjà d'autres acteurs dans l'épisode qui précède, dans l'épisode où justement il revient. Donc, c'est vrai que je me disais, il y aura pas forcément énormément de retours, mais j'espérais qu'il n'y ait pas que lui. Et, mais bon, à part ça, j'étais très contente de le revoir, ça fait toujours plaisir, et il a une telle vision du rôle du Docteur que c'est toujours plaisant de suivre ses aventures, et on a toujours envie d'embarquer avec lui, donc forcément j'étais très contente de le voir à ce niveau-là. Mais donc oui, c'est vrai que j'ai un peu côté un peu mi-figue, mi-raisin, parce que à chaque fois qu'on parle de Doctor Who, on parle de David Tennant, c'est un peu le docteur de référence de la New Who, de la série de 2005. Vous avez fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, c'est un peu too much par moment. Alors c'est pas du tout la faute de l'acteur, c'est vraiment la faute de la com là pour le coup. Et
Il y a des moments, j'ai un peu frôlé l'overdose. Même si j'étais contente de le revoir. Et c'est vrai que les épisodes m'ont un peu réconcilié avec ça, parce qu'il a réussi à jouer inconsciemment, en plus, un Docteur assez différent de ce qu'il avait déjà fait par le passé. Plus actuel et plus âgé, en vrai. On sent que l'acteur a lui-même vieilli et que du coup, il ne joue pas de la même manière. Et c'est vrai que ça m'a un peu rassurée sur ses doutes à ce niveau-là. Et petite coquetterie de ma part en tant que designer graphiste, j'ai évidemment vu avec intérêt le renouvellement aussi du logo de la série, parce qu'il faut savoir que c'est un peu une marotte de la série Doctor Who. Elle a connu au gré de ses diverses itérations plusieurs logos, et certains très différents les uns des autres, d'autres affichant une filiation nette. Ce logo, donc apparu avec les épisodes disponibles sur Disney+, et qui sera a priori le logo du coup de ce nouveau départ pour la série, il fait référence très nettement à la série classique, donc notamment la période entre 1980 et 84, qui correspond donc au 4e et 5e Docteur. Est-ce que toi, tu as eu une analyse là-dessus? Pourquoi faire revenir ce design en particulier? Est-ce que ça a un sens par rapport au Docteur? Est-ce que peut-être ça peut être un indice de ce qu'ils veulent faire avec ce Docteur Who? Je sais pas, je me suis posé la question et j'ai pas cherché. Je me suis dit, mais attends, tu fais un podcast avec Pauline, tu vas lui demander. Donc voilà, je te demande. Oh bah honnêtement, je pense que c'est juste du fanservice. Hein. C'est juste que c'est le logo le plus connu. D'accord. En gros, donc ça faisait un petit clin d'œil. C'est le logo emblématique de Doctor Who si tu prends l'ensemble de la série, en fait. Et donc, il le refait un peu au goût du jour. Pourquoi pas? Alors, personnellement, je trouve que quand il est mis juste comme ça, je trouve sympa. Mais par contre, je trouve qu'il n'est pas du tout moderne et qu'il s'intègre très mal dans ce qu'ils ont voulu faire, justement, pour les épisodes spéciaux. Le générique, par exemple, le générique des épisodes spéciaux, car le générique change très souvent dans Doctor Who. Le générique est magnifique, mais le logo n'a rien à faire là. Donc, il y a des versions un peu différentes où ils ont... En fait, le logo est trop chargé. Je trouve le logo beaucoup trop chargé. Donc, il y a des versions un peu moins chargées où je trouve il le rend beaucoup mieux. Mais bon, écoute, ils ont fait ce choix-là. J'aime bien le côté référence d'aller rechercher... justement, pour les 60 ans, d'aller rechercher un logo... ultra connu qui a plus de 40 ans. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas particulièrement moderne. Non, mais effectivement, du coup, si c'est le logo le plus connu, ça peut aussi rejoindre cette espèce d'élan qu'ils ont eu de vouloir se dire on recapitalise, on va dire, sur ce que le public s'imagine de Doctor Who pour ce nouveau lancement, et on rassure entre guillemets avec des éléments qui sont réconfortants et que tout le monde connaît. C'est intéressant quand même de le voir comme ça. Bon, allez, parlons de ces épisodes après cette petite intro. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces épisodes? Est-ce que pour toi déjà ça forme un peu un tout cohérent? Est-ce qu'il y a des épisodes que tu as préférés à d'autres? Un tout cohérent, j'aurais aimé que ça le soit un peu plus. Forcément, il y a un fil rouge, dans le sens où les trois se suivent, mais je trouve qu'ils se répondent très peu entre eux, qu'il y a peu d'impact d'un épisode à l'autre, en réalité. À part le fait que, du coup, on suit les personnages. Je pensais vraiment qu'il y aurait des liens des liens plus marqués entre les trois. Et c'est vrai que j'ai eu une petite déception sur le fait que les conséquences des épisodes passés avant avaient pas forcément de... Enfin, ce qui se passait dans les épisodes avant a pas forcément de conséquences sur ce qui se passe à la fin. Enfin, ça m'a un peu déçu de ce point de vue-là. Après, sinon, c'est des épisodes chouettes. Je trouve c'est pas les épisodes qu'on imagine être des épisodes de célébration type. Pour ça, on a l'épisode précédent qui s'appelle The Power of the Doctor, qui est un épisode célébration pour les 100 ans de la BBC. On a l'épisode The Day of the Doctor qui célébrait les 50 ans de Doctor Who. Ça, c'est des épisodes qui sont vraiment faits pour être des épisodes célébration bourrée de références. Là, on est sur de la célébration un peu plus subtile, on va dire, avec 3 épisodes qui sont globalement des épisodes assez simples, on va dire, qui sont des épisodes qu'on pourrait très bien trouver dans une saison sans le moindre problème. J'ai une nette préférence pour le 2e épisode, qui est un épisode assez atmosphérique, un peu effrayant, enfin un peu horreur, avec un peu de body horror et tout ça. Moi j'aime bien les trucs un peu cracra, donc c'est pas du tout sanglant, hein, ça reste une série familiale. Un épisode, juste pour résumer, le début qui donc se passe presque en huis clos, on va dire, dans un vaisseau spatial, où le docteur et Donna sont
dans ce lieu clos, a priori vide entre guillemets, et sans possibilité de partir, et ça va être un peu ça tout le ressort de l'épisode, comment se sortir de cette situation et se sortir de ce lieu vide et loin de tout, quoi. Qui est un peu un épisode, je trouve, un concept aussi très Doctor Who, enfin ce moment où le docteur se retrouve sans rien, démuni, et qui va devoir ne compter que sur son intellect pour s'en sortir. C'est aussi quelque chose qui est très Doctor Who. Donc voilà, ça c'est véritablement un épisode qui m'a beaucoup plu, dont j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les performances des acteurs. C'est un quasi sans faute pour moi. Je suis beaucoup plus critique envers le premier épisode qui, s'il est une aventure sympathique, chose des sabots un peu trop gros à mon goût sur beaucoup des sujets qu'il aborde, je le trouve vraiment pas très fin, même s'il aborde des thématiques très intéressantes. La partie que je préfère, c'est pas vraiment la partie qui suit le docteur et sa compagne et compagnie, c'est plus vraiment la partie qui concerne les antagonistes, où je trouve l'antagoniste très très chouette. Je ne sais pas si je peux un peu détailler qui c'est. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, je vais pas trop dire ce que c'est, parce que ça fait aussi un petit peu partie du charme de l'épisode. En fait, les personnages, les aliens qu'on voit dans le premier spécial, proviennent d'un comics qui s'appelle The Star Beast, donc le même nom que l'épisode en question, qui existe en français d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné. Et c'était très chouette d'avoir justement une référence à un vieux comics. Ça joue un peu comme tu disais pour le logo, ça joue sur le côté référence de toute l'ère de la série par petites touches. Mais c'est vrai, bon, cet épisode-là, il était sympathique sans plus. Et le troisième, il a fallu le temps que je le digère un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup moins plu. C'est un épisode très bancal, mais très généreux. Qui en met plein les mirettes, et qui est très intéressant, qui change beaucoup de choses dans la mythologie un peu de la série, et qui pour autant pareil va aller chercher beaucoup de choses dans la mythologie assez ancienne de la série. Et c'est aussi l'épisode dans lequel il y a le plus de références méta, donc vu que j'attendais un petit peu ça d'un épisode sur les 60 ans où il y avait l'air d'avoir beaucoup de nostalgie dedans, je suis déçue que ça n'avait pas été poussé plus que ça, mais au moins il y avait quand même un petit peu à ce sujet. Enfin voilà, je trouve 3 épisodes, c'est pas les meilleurs du monde, mais ça fait un beau panel de ce qu'est Doctor Who. C'est effectivement l'idée que je m'en fais aussi, et on peut en discuter un peu plus, mais je trouve qu'il est assez visible que ces 3 épisodes représentent une sorte de démo de ce que peut être Doctor Who, je trouve. Aussi bien sur le lieu, enfin les lieux, les époques visitées, puisque au début du deuxième, du coup, on va faire un petit saut dans le passé avec à la découverte du coup de Newton, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, d'Isaac Newton. C'est ça, d'Isaac Newton. C'est pareil, c'est très Doctor Who, quoi, d'aller faire un tour dans le passé, de rencontrer une figure historique très connue et un petit peu revisitée aussi. Pour une blague, là, pour le coup. C'est plus dans le 3e oui. épisode où t'as une véritable partie dans le passé avec un point historique. Carrément, t'as raison. Effectivement, on est dans le passé, mais alors, j'ai déjà oublié, c'est incroyable, je pense pas avoir oublié, il rencontre pas de personnage. Ah bah si, je suis bête, bien sûr. Si, il rencontre le personnage qui est à l'origine de la télé, quoi, du coup, effectivement. Bah, le docteur ne le rencontre pas directement, mais on le voit. Ouais. Donc oui, effectivement, tu as raison, et on en a un petit goût, un avant-goût dans le 2e épisode, mais tu as raison, c'est effectivement dans le 3e épisode que ça creuse. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté tout doux à cocher, avec un peu chacun des différentes situations dans lesquelles le docteur peut se retrouver, avec aussi du coup le 3e épisode qui le confronte comme ça, comme on le disait dans l'introduction, un antagoniste un peu flamboyant, un petit peu hors norme, à sa mesure en fait, qui est aussi voilà, encore une fois quelque chose qui ponctue régulièrement la série Doctor Who, qui est très pulp, très comics finalement de ce point de vue, puisque le docteur a des ennemis emblématiques, des grands némésis comme ça.
Et je trouve au final qu'ils sont assez brillants en fait. Plus j'y pense, plus je trouve ça assez brillant d'un point de vue presque industriel en fait, dans la capacité qu'ils ont à justement préparer assez simplement le terrain, parce que tu l'as dit, les histoires sont pas très complexes au final. Le 3e épisode est peut-être un petit peu, est plus référencé, donc peut-être un petit peu plus compliqué, on va dire, mais sinon les trames narratives sont assez simples. C'est vraiment, voilà, on débloque une situation, il y a des péripéties, et puis la fin est un petit peu fermée, quoi. Ça m'embête presque un petit peu plus, et c'est quelque chose que tu disais à très juste titre dans la vidéo à chaud sur justement The Giggle en anglais, oui, voilà, et Le Fabricant de jouets en français. Voilà. C'est que quelque part je trouve que le fait d'avoir fait revenir David Tennant a été fait pour quelque part légitimer tout un tas de thèmes qui très clairement, assurément, feront partie de Doctor Who demain, donc notamment des thèmes liés à quelque part la culture queer, liés à la transidentité, à tout ce qui fait la société aujourd'hui, aux personnes, au genre, au non-genre, etc. Et quelque part, quand j'ai vu ces épisodes, je me suis dit, quelque part, il y a eu tellement de besoin de cahier des charges presque, de faire vivre ces thèmes, de raconter un peu ce que peut être Doctor Who, de faire en sorte que les gens qui suivaient la série avant soient rassurés parce que c'est David Tennant, et que ils avaient envie d'un retour à la normale entre guillemets après les dernières incarnations. Et avec le fait, et je pense qu'ils sont, pour le coup, je pense que Russell T Davies va vraiment nous faire des dingueries avec Shtigatois dans les prochaines saisons, parce qu'il a un acteur qui va incarner justement tout ça, puissance 1000, puisqu'on sait que du coup, on en a déjà eu un aperçu, et clairement dans les visuels promotionnels et tout, on sait que c'est un docteur qui va être un peu haut en couleur, qui va être très dynamique et très moderne. Quand j'ai vu ces 3 épisodes, je me fais ah ouais, c'est quand même génial, parce que ils ont réussi à faire un truc qui passe, qui raconte un peu ce que peut être Doctor Who pour des gens qui débarqueraient, et qui en même temps, parce que c'est Tennant, fait accepter certains trucs aux gens, et notamment, je pense, faut quand même souligner ce tour de force, parce que Doctor Who, on l'a pas forcément dit, mais maintenant on commence à le savoir, c'est une série ultra culte en Angleterre, et voilà, c'est vraiment un rendez-vous familial, les épisodes de Noël notamment, etc. Et la société anglaise, comme d'autres sociétés, mais a aussi un côté très conservatrice, très réactionnaire, et il faut quand même souligner le tour de force d'avoir placé au sein d'une série aussi populaire que Doctor Who des thèmes aussi modernes et aussi malheureusement clivants. C'est pas la première fois qu'elle le fait, évidemment, mais en tout cas, c'est toujours une série qui a joué de ces genres fluides et tout ça. Le docteur se régénère dans une autre personne, déjà de base, ça devrait vous aiguiller, quoi. Mais voilà, moi j'ai l'impression vraiment que ces 3 épisodes ont été vraiment bien conçus, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et après, si je mets ça de côté en tant que qu'amateur plus de Doctor Who, sans être un gros fan et en connaissant tout par cœur, mais j'ai pris vraiment un super plaisir à regarder ces 3 épisodes. J'ai vraiment retrouvé ce truc qui me plaît dans Doctor Who, c'est-à-dire ce rendez-vous hebdomadaire en fait, d'un épisode, d'une aventure, d'un univers incroyable. Tu sais jamais vraiment en fait ce qui va se passer dans un épisode de Doctor Who, et c'est ça qui est génial, parce que tout est possible en fait. Le voyage dans le temps et l'espace, couplé à un personnage qui est une espèce de Sherlock Holmes x 1000, fait que en fait tout peut se passer, et c'est ça qui est absolument stimulant quand on regarde Doctor Who, et c'est ça que j'ai retrouvé aussi avec ses défauts et ses qualités, mais que j'ai retrouvé dans ces 3 épisodes. Peut-être ce qui m'a manqué, c'est un petit soupçon d'émotion. Je pense que on m'a pas assez attrapé sur certaines choses. Moi, j'aime bien quand une série me fait verser quelques larmes. Je trouve que c'est un peu mon petit step de c'était vraiment une série dont je me souviendrai. Là, je trouve qu'il y a eu des moments intéressants, notamment évidemment dans le 3e épisode, dans le 2e et dans le 3e épisode, mais on m'en a offert de mieux dans Doctor Who, et du coup j'ai été un petit peu déçu de ce point de vue-là. Est-ce que toi, de ton côté, t'as aussi cet avis un peu de produit quelque part bien conçu, ou c'est un petit peu exagéré de ma part de voir les choses comme ça? Après, je pense que ça dépend de ce que t'attends de Doctor Who.
moi c'est pas forcément l'air que je préfère. Qui a été le plus référencé dedans. Donc bon, bah j'étais contente, mais en même temps, bah c'est pas le truc qui allait me faire hurler sur mon canapé à la moindre référence, tu vois un peu. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord sur le côté émotion. En fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que on fait revenir des personnages emblématiques de la série, donc le docteur joué par David Tennant auparavant et sa compagne Donna, qui ont eu des fins absolument déchirantes tous les deux, et là en fait ça me dérange un peu je trouve que ça a un peu ruiné leurs fins, qui sont parmi les meilleures fins, je trouve, de la série, qui sont très dramatiques. Et là, c'est pas du tout le but, comme tu disais, de faire un truc très dramatique. Et c'est vrai que bah du coup, dès que je vais revoir leurs fins très dramatiques originales, bah je vais forcément me dire bon bah en fait ça a pas tellement d'importance parce que ça a été adouci par la suite. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est l'interprète du 12e Docteur, Peter Capaldi, qui dit toujours qu'il refuse de revenir dans la série parce qu'il estime que s'il revient, ça diminuerait l'impact dramatique de son départ. Et je comprends que David Tennant, il soit pas du tout sur la même longueur d'onde, je trouve que les deux avis se valent, mais en regardant ces 3 épisodes, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce que disait Peter Capaldi plusieurs fois. Parce que même si j'étais contente de revoir David Tennant, par moments j'avais un peu l'impression de regarder une fanfic qui avait été mise à l'écran. Donc ouais, non, c'était chouette de les revoir, mais moi si j'aime le gros drama. Et comme tu disais, par rapport à l'émotion, moi je suis d'un bon public, c'est super facile de me faire pleurer. Mais là, enfin, je pleure tout le temps devant Doctor Who. Et là, le seul moment devant les 3 épisodes où j'ai pleuré, c'est à mon 3e visionnage du 3e épisode. Tu vois? À partir du moment où je l'avais bien digéré, et où là, il y a un moment où je me dis, ouais, bon, quand même, ça finit par me toucher, quoi. Mais c'est rare ce que, tu vois, enfin, genre, bah, justement, l'épisode précédent dont je parlais, The Power of the Doctor, j'ai chialé, mais comme une madeleine, à plusieurs moments de l'épisode, en fait. Et c'est vrai que ça m'a un peu manqué, ce genre de niveau de grosses émotions, tu vois. Si, il y a un moment à la fin du 2e épisode, mais où c'est pas le fait de l'épisode qui m'a foutu les larmes aux yeux, parce que on voit un acteur qui depuis est décédé. Oui. Et dont du coup c'est le dernier rôle. Et ça m'a ému. Mais du coup c'est pas le fait de la série n'y peut pas grand chose. C'est pas la série qui a provoqué cette émotion là, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé. C'est fou parce qu'en fait je l'avais pas remarqué avant que tu en parles. Et maintenant je me dis mais j'aurais bien aimé un peu plus d'émotion, de petites larmes, tu vois. C'était un peu aussi, je crois, le projet de Russell T Davies, justement, de ne pas finir cette trilogie par quelque chose de trop tire-larme, puisqu'il avait souvent, il disait justement que souvent le départ d'un docteur, parce que bon voilà, spoilers, David Tennant n'est revenu que pour ses 3 spéciaux, et puis il laisse la place à Stigatois, du coup, que l'on verra dans l'épisode de spécial de Noël, mais on y reviendra dans quelques minutes. Donc on ne reverra pas normalement, en tout cas pas tout de suite, David Tennant, et c'est souvent un moment assez dramatique dans la série quand le docteur se régénère et un acteur une actrice succède à un autre. Et c'est vrai qu'il avait a priori eu cette envie de ne pas justement jouer cette ficelle et de faire plutôt une fin feel good finalement. Ce qui, j'avoue, en fait, certes, au visionnage, te paraît un petit peu étrange, mais qui, en même temps, moi, me ramène un petit peu à aussi tout ce que on a vécu quand même ces dernières années. Et là, je fais une petite parenthèse, en effet, pour les personnes qui ont déjà vu Doctor Who et ceux qui demain, j'en suis sûr, se lanceront dans la série de manière étendue. Le docteur, il en a bavé ces dernières années. Il a vécu des choses difficiles. C'est l'ère de la dépression, quand même. C'est ça. Alors que pourtant, elle avait été vendue comme une ère d'optimisme. Mais en fait, c'est un docteur super optimiste qui se fait juste écraser en permanence et qui se prend des baffes et qui, à la fin, finit complètement dépressif. Et réapprend à peine à aimer la vie, quoi, un peu. C'est vraiment très déprimant, les dernières saisons de Doctor Who. J'aime beaucoup, justement, ce changement de ton, mais c'est un truc qu'on n'était pas forcément habitué dans Doctor Who. Oui, puis la série, du coup, effectivement, elle avait besoin, de toute façon, de retrouver un acteur frais pour justement repartir sur quelque chose de plus léger, et puis on n'en doute pas une seule seconde de lui en faire baver dans les prochaines saisons. Parce que c'est aussi ça, Doctor Who, quelque part, c'est évidemment quand même d'avoir des moments, des climax et des choses où le docteur évolue dans sa personnalité. C'est aussi ça le principe. Et tu as précisé que là on arrivait sur une nouvelle série.
que la numérotation repart de 0 pour la prochaine saison? Je l'ai pas précisé de manière précise, mais effectivement, tu fais bien de le dire. Et on va y arriver tranquillement avec le spécial de Noël, mais juste pour conclure sur ces 3 épisodes, donc disponibles sur Disney+, / de commémoration des 60 ans de la série, est-ce que toi, tu estimerais que ce sont des épisodes qui peuvent être une porte d'entrée pour des personnes qui débarqueraient dans la série ou c'est chaud? Dure question, je pense que ça dépend des gens. Ma mère les a regardés, elle connaissait pas grand-chose. Enfin si, elle connaissait quelques trucs de Doctor Who. Elle a lu mon anthologie de nouvelles qu'on a écrit avec des copains, et elle avait regardé quelques épisodes il y a 15 ans, quoi. Ah si, je lui avais montré 2 épisodes de la saison 12. Mais donc elle était quand même relativement néophyte et elle a bien aimé les regarder. Mais elle connaissait quand même déjà un peu les bases de la série, donc c'est compliqué de savoir si quelqu'un qui connaît pas du tout est pas trop paumé. Au début du premier épisode, ils ont rajouté, et ça se sent que ça a été rajouté, un petit récap. Et d'ailleurs, ça n'a pas été réalisé par la même personne que le reste de l'épisode, ce petit récap, ils l'ont fait après coup. Mais donc ils ont fait un petit récap pour expliquer ce qui s'était passé avant avec ce docteur et cette compagne, donc je pense qu'on peut quand même raccrocher les wagons. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas toutes les références, c'est évident, parce que vu que c'est des célébrations, forcément, il y a des références. Mais de manière générale, on se retrouve face à des antagonistes qui soit n'existaient pas avant, soit existaient il y a très longtemps ou sous des formats un peu particuliers, donc ils sont bien réintroduits, c'est pas des antagonistes qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des personnages, on comprend que c'est des personnages que connaissent déjà le docteur, mais on essaie de nous les resituer un peu à chaque fois. Donc je pense qu'en réalité, on peut commencer par cela. Après, je pense que l'épisode de Noël sera sûrement une meilleure introduction pour se lancer dans l'univers, parce que justement, comme je disais, comme c'est une nouvelle série, véritablement, qui reprend une numérotation, je pense que ce sera sûrement plus adapté. Mais ouais, je pense pas que ce soit si gênant que ça de commencer par les 3 épisodes des 60 ans. En fait, moi, il me donne un peu l'impression... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne porte d'entrée dans la série, et il me donne un peu cette impression, en fait, que j'ai eue quand j'ai découvert la série, c'est-à-dire des épisodes dont j'ai apprécié le déroulé, l'histoire et tout ça, mais dans lequel je n'avais pas effectivement toutes les clés, parce que à un moment donné, t'as une référence à le plot général de la saison, où t'as un personnage, évidemment, tu sais pas trop d'où il vient, mais il a l'air d'avoir un vécu avec le docteur, etc. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé ensuite à regarder de manière plus classique, en reprenant depuis 2005, le visionnage de Doctor Who. Et je me dis, ils ont suffisamment fait, en effet, de choses neuves et en plus d'histoires simples pour que quelqu'un qui vient regarder Doctor Who pour la première fois ne soit pas perdu et voit une histoire qui est somme toute intéressante. Mais en le distillant de petits éléments qui, notamment en référence à la saison précédente, qui te font te dire ah tiens ouais ça c'est intéressant, c'est marrant, pourquoi ils disent ça, j'irais bien me renseigner quoi. J'ai l'impression que en plus de tout ce que j'ai dit au préalable du rôle que doit endosser ces 3 épisodes, ils ont aussi ce rôle là parce que c'est les seuls qui sont actuellement disponibles sur Disney+, c'est ça qu'on n'a pas dit aussi. Aujourd'hui, si vous voulez regarder Doctor Who, tout ce qui s'est fait avant, en tout cas depuis 2005, vous ne pouvez pas le faire sur Disney+, malheureusement. C'est disponible sur Prime Video, mais seulement jusqu'à la saison 10. Saison 1 à 10. Elles sont aussi disponibles sur Pluto TV en VF, si vous n'avez pas Amazon Prime, au moins Pluto TV c'est gratuit. Jusqu'à la fin du coup? Non, là pareil jusqu'à... Non, pareil, saison 1 à 10. Donc il y a vraiment en fait, un truc autour des dernières saisons, quoi. Oui, je sais pas où sont passés les droits des saisons 11 à 13, mais c'est très pénible parce que du coup elles sont uniquement disponibles en DVD. Ce qui est pas super pratique. Et en plus, les derniers spéciaux qui permettent de faire un pont jusqu'aux épisodes des 60 ans, parce qu'avant c'était déjà des épisodes spéciaux, on a enchaîné 6 épisodes spéciaux en fait, mais ces épisodes spéciaux ils sont toujours pas sortis en DVD, ils sortent en février, donc enfin ils sont sortis dans un énorme coffret, vous voulez pas payer 150 balles pour pouvoir voir ces épisodes, donc c'est ultra frustrant que les 3 dernières saisons et les spéciaux qui vont avec ne soient disponibles nulle part en France. C'est très agaçant. Parce que, du coup, pour pouvoir se faire des marathons, t'es obligé de le faire quasi de façon illégale, quoi, et c'est super dommage. J'espère que ça va se résoudre, cette question de droit, et qu'ils vont finir par débarquer sur une plateforme, ça serait bien quand même. Effectivement. Mais donc, du coup, bon, voilà, je trouve que ces 3 épisodes, ils font aussi ce taf-là, de donner des petits indices et des petits clins d'œil. Bon, il y a le côté 60 ans, évidemment, de la série, ils pouvaient pas passer à côté, mais ça référence suffisamment l'histoire récente de la série aussi pour avoir envie de s'y intéresser. Donc, en effet, ça sera peut-être pas la porte d'entrée idéale, et la saison prochaine, comme on l'a dit, qui sera la nouvelle
saison 1 officiellement, hein, de cette nouvelle ère qui, je ne sais pas comment on l'appellera, mais sera donc un nouveau départ, sera peut-être, enfin probablement et évidemment une meilleure porte d'entrée absolue, mais ça peut déjà commencer par ces 3 épisodes spéciaux, je pense. Je pense qu'en fait à l'origine l'épisode de Noël était pensé pour être véritablement le début de cette nouvelle ère, mais que tant qu'à faire ils ont essayé de négocier avec Disney pour mettre les 3 épisodes des 60 ans dans le tas. Parce que ça se sent, en fait, au niveau de la com de Disney. Là, il y a l'épisode de Noël qui arrive, soudain, Disney se réveille. On les a pas entendus des spéciaux, ils ont juste fait un post pour dire c'est disponible. Et le jour même, ils ont rien fait en amont, alors que là, pour l'épisode de Noël, ils ont commencé plusieurs mois avant. Donc ça se sent qu'en fait, les 60 ans, ils ont été rajoutés dans le deal et qu'ils n'étaient pas prévus à la base. Et c'est pour ça, je pense que l'épisode de Noël a été prévu pour être une porte d'entrée pour les spectateurs de Disney+, en fait. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chiffres de visionnage de ces 3 épisodes spéciaux? Est-ce que globalement, je veux dire, est-ce qu'on sent déjà l'impact de Disney+ dans le fandom, ou en tout cas dans les gens qui ont regardé? Bon, c'est compliqué à calculer parce qu'en fait on a surtout les chiffres de la BBC, les chiffres de Disney+, on les a pas trop. Je sais que ça avait réussi à atteindre dans les jours après diffusion, à chaque fois ça... En fait ils sont rangés en film. Alors allez savoir pourquoi, les spéciaux ils sont rangés dans la catégorie film, et du coup ça avait réussi à sortir, je crois, la Reine des Neiges du classement de Disney+. J'ai du top 5, un truc comme ça. Ouais, la Reine des Neiges est revenue très vite, hein, t'inquiète, mais... non, je sais plus ce que ça avait viré, mais voilà, ça avait réussi à virer un film qui marchait plutôt bien sur la plateforme, ça avait réussi à se placer assez haut. Et on a vu aussi l'évolution au fil du temps, parce que le premier épisode, quand il est sorti sur Disney+, tu sais, t'as le bandeau d'infos en haut qui dit « Voici les derniers programmes ». Et Doctor Who a directement été mis en dernière position de ce bandeau pour le premier spécial, alors que pour le 3e spécial, il était en tête des bandeaux. Donc comme quoi ils se sont rendus compte, les gens les regardent, quoi. Mais après, on n'a pas vraiment de chiffres. Après, par rapport à la BBC, on est un peu au-dessus quand même des saisons précédentes. On est largement en dessous des saisons de Tennant, mais en même temps, c'est normal, les gens ne regardent plus la télé. Oui. Ça fait des années que je me tue à expliquer ça quand les gens disent les audiences de Doctor Who, elles sont mauvaises. Alors ouais, elles ont baissé, mais c'est surtout que les gens ne regardent plus la télé. Et en fait, les audiences, elles sont super stables depuis 2014-2015, en fait. Mais donc là, on est un peu au-dessus. On était à un peu plus de 5 millions le soir, et avec les gens qui regardent en replay sur le BBC iPlayer, je crois qu'on a été entre 7 millions et 8 millions par épisode. Ce qui est super. Ce qui est incroyable à l'heure du streaming. C'est des très très beaux scores. Ça a été en Angleterre, chaque semaine, ça a été la série télé la plus regardée en Angleterre. Enfin, au Royaume-Uni, durant ces 3 semaines. Après, cela dit, les saisons d'avant, elles étaient aussi généralement dans le top 3 et généralement en première position. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que Doctor Who, en France, ça reste quand même assez globalement confidentiel, alors que chez eux, c'est un événement, quoi. Un épisode de Doctor Who qui sort, c'est un gros truc. Oui, il y a une histoire de toute façon rocambolesque de Doctor Who et la France depuis toujours. C'est une série qui essaye de pénétrer le marché français par l'entremise de personnes et dont les chaînes ne veulent pas, ou qui est un peu malmenée dans la diffusion. Mais pour le coup, Disney+, en France et à l'international, c'est en effet une vraie nouvelle opportunité pour la série de se faire connaître par le plus grand nombre, et on verra si ça fonctionne sur le long terme. Ouais. Des années que je rêvais qu'une plateforme de streaming mette enfin des droits de diffusion vraiment conséquents, et que ce soit pas juste Amazon qui diffuse 5 ans après la diffusion des épisodes, quoi. Ça fait tellement plaisir, ça fait du bien. Et j'ai hâte, à partir de l'épisode de décembre, on va voir la Disney Money qui va débouler. J'espère qu'ils vont en faire des choses grandioses. Oui, ça serait effectivement, c'est aussi une série, c'est vrai, qui a besoin de moyens pour exister. Alors elle a toujours eu cette étiquette un petit peu kitschouille dans ses effets spéciaux, ses costumes en latex, ou tous les éléments ou les moyens qu'elle déploie pour justement créer l'univers très riche de Doctor Who. Mais avec déjà la saison, avant tous ces épisodes spéciaux, on avait clairement on avait vu clairement une évolution visuelle qui était hyper appréciable. Donc c'est sûr que l'arrivée sur Disney+, on espère qu'on va continuer sur cette évolution positive, et même qu'on ira au-delà,
et qu'on verra des choses chouettes, quoi. Même si j'aime bien sur ces 3 spéciaux que les effets spéciaux certes soient plus travaillés, mais qu'en même temps on garde ce petit côté un petit peu kitschouille quand même, hein, parce que j'ai l'impression que c'est fait exprès, parce que c'est marrant, parce qu'il y a c'est fait exprès. Ouais, c'est ça, enfin je veux dire, il y a vraiment C'est assumé. ouais, c'est ça. Parce que Doctor Who, mon acolyte Julien de Paperpot dit toujours, ce n'est pas kitsch, c'est britannique. Mais Doctor Who sans son côté kitsch, ça serait décevant. Moi j'adore qu'il y ait le côté kitsch. Ce que j'ai beaucoup aimé sur les 3 spéciaux, c'est qu'on a eu un retour en force des marionnettes, et pas juste des effets spéciaux numériques. Alors, il y a toujours eu un peu des marionnettes qui sont restées à droite à gauche, mais c'était beaucoup moins présent déjà depuis 2005 par rapport à la série classique où du coup il fallait bien qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient, donc ils faisaient avec des marionnettes, ils faisaient pas avec des effets spéciaux numériques. Enfin, il y en avait, mais assez peu. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir un vrai retour des marionnettes. Et puis c'est des dingueries, les marionnettes, elles sont incroyables. Et tu vois super vite la différence de quand t'as les effets spéciaux numériques ou les marionnettes, hein. D'un coup, t'as une baisse de qualité 10 ans en arrière quand t'as côte à côte le personnage en marionnette et le personnage en effets spéciaux numériques. Tu dis, ouais, je me demande lequel est lequel, dis donc. C'est un peu, ça relève un peu, enfin, je sais pas trop en dire, mais sur l'épisode de Noël, on a déjà vu certaines images et tu peux pas te tromper entre les deux, quoi. La marionnette ressort. Je retiens de l'épisode le spécial numéro 2, le fait qu'à un moment donné, le docteur et Donna ont une transformation physique qui fait que leurs membres s'allongent. Et vraiment, incroyable. J'ai trouvé ça trop fou. En vrai, visuellement, t'as vraiment un truc qui se passe dans ta tête. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est super bien fait. Et on est vraiment c'est dans de la prothèse. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment photoréaliste. C'est hyper réaliste. En fait, tu vois que c'est pas fait par ordinateur, tu vois que c'est du dur, quoi. Enfin, c'est du carton-pâte, comme on dit toujours. Mais non, c'est de l'imprimante 3D pour le coup. Mais c'est trop bien fait. Mais même dans le premier épisode, hein, on a effectivement les extraterrestres qui envahissent l'univers, qui sont très kitsch mais en même temps assez bien faits, et l'espèce de personnage fluffy que vous voyez sur les documents de promotion, le MIP, qui est génial aussi. D'ailleurs, pour le coup, ça c'est une marionnette ou si c'est quelqu'un qui plus ou moins est en costume? C'est les deux. En fait, ouais, t'as quelqu'un qui... Alors, t'as plusieurs modèles déjà. Je crois que... Ouais, je sais plus combien ils en ont de MIP différents, mais donc t'as quelqu'un qui est à l'intérieur pour le faire avancer, mais en même temps t'as des gens à l'extérieur pour faire bouger les yeux, les oreilles et la bouche, et t'as certains plans où t'as uniquement une marionnette qui court, tu sais, pour les trucs où par exemple à un moment le MIP court dans des escaliers, il pouvait pas faire ça à la personne en costume, qui n'avait aucune visibilité, elle était dans un noir total, alors que elle crevait de chaud, la pauvre. Mais non, c'est super intéressant d'ailleurs. Avec cette nouvelle ère reviennent les bonus qu'on avait beaucoup perdus, encore une fois pour des questions de budget, parce que il faut les moyens de payer une équipe qui fait des making of sur l'ensemble de la série, ça coûte quand même un certain pognon, et donc on a complètement perdu ça depuis 2010, 2011, 2012, petit à petit on avait de moins en moins. Et là, ils reviennent en force, ils font beaucoup de contenu additionnel, peut-être même un peu trop par moment, mais du coup c'est super intéressant parce que tous ces trucs de marionnettes, on peut les voir dedans, on peut voir comment ils fonctionnent. Dans l'épisode 3, il y a énormément de marionnettes, et ça se voit en fait que... Ça fait même bizarre, tu te dis, mais c'est qu'ils ont fait super bien les effets spéciaux ou c'est que c'est réel? Tu te poses la question, et ben c'est parce que c'est réel en fait. Et c'est génial. Il y a l'explication de comment ils ont fait, enfin je trouve ça super intéressant. Donc je conseille vraiment... Alors malheureusement ça c'est pas disponible sur Disney+, mais si vous avez moyen de trouver ce qui s'appelle Doctor Who Unleashed, qui sont des making-of disponibles normalement sur BBC iPlayer, ou juste les behind the scenes qu'on trouve sur la chaîne YouTube officielle de Doctor Who, c'est ultra intéressant, ça va vous apprendre plein de choses sur comment la série est faite, et je trouve que c'est un véritable bonus, c'est un plaisir de découvrir comment une série est faite en fait. D'ailleurs, effectivement, tu le soulignes, on peut faire une toute petite parenthèse là-dessus, mais la BBC a mis en place une plateforme intégralement dédiée à Doctor Who depuis justement là cette rentrée, on va dire, donc le iPlayer, et le Wooniverse. voilà, encapsulé dans ce truc qui s'appelle le Wooniverse, qui est la nouvelle entité générale de Doctor Who, qui n'est disponible, j'imagine, que en Angleterre, puisque c'est public. Ouais, nous on peut aller se faire voir, ouais.
Petite Ah ouais, non, parenthèse, c'est en Angleterre, petite ouais. parenthèse pirate. J'imagine qu'avec un VPN, c'est accessible. Oh oui. Voilà. Donc, Alors, ils ont blindé leur sécurité. Il faut utiliser des serveurs spéciaux BBC iPlayer, et même ça marche pas avec tous les VPN. Ils ont bien blindé. Bah ouais, ils ont vu venir le truc. bien sûr. Non mais c'est terrible, hein. Du jour au lendemain, soudain, ils sont blindax, quoi. Mais on peut toujours trouver des failles. Parce que c'est gratuit l'accès au iPlayer du coup. Bah techniquement, t'as une petite case qui dit « Payez-vous bien votre licence télé au Royaume-Uni ? Oui ou non ?» T'écris « Oui », t'as accès. Voilà, c'est gratuit. Ça, pour le coup, il vérifie pas. Je n'ai rien dit, vous ne savez pas que j'ai dit ça. Mais vous l'avez noté. Ok, avançons un petit peu et dirigeons-nous tranquillement vers la fin de ce podcast et parlons un petit peu de l'épisode à venir, hein, puisque quand vous écouterez ce podcast, quand vous écouterez ce podcast, normalement, quand il sera diffusé, l'épisode viendra tout juste d'être diffusé. Je parle évidemment de l'épisode spécial de Noël, donc c'est une grande tradition, hein, de la série depuis toujours, les épisodes spéciaux. Voilà, il y en a plein. Des épisodes spéciaux de Noël encore plus, mais vous avez aussi des épisodes spéciaux du Nouvel An, des épisodes spéciaux d'Halloween, des épisodes spéciaux de je ne sais Halloween, quoi. on n'a jamais eu... Enfin, il y a des épisodes qui ont été diffusés à peu près à la même période et des épisodes horrifiques, mais ils n'étaient pas spécifiquement... Par contre, on a eu des épisodes de Pâques. Ah. On a eu 2 épisodes de Pâques. Dont un qui s'en fout complètement que c'est Pâques et l'autre, le seul rapport, c'est que le docteur mange du chocolat. C'est vraiment le prétexte. Mais ça, si vous commencez Doctor Who à partir de maintenant, sachez, voilà, que vous aurez aussi des épisodes spéciaux. Et en vrai, c'est trop bien les épisodes spéciaux parce que t'as ta saison d'épisodes normaux et puis tout d'un coup, t'as les épisodes spéciaux et parfois c'est la suite, parfois c'est un truc qui n'a rien à voir et qui, du coup, réadapte des histoires connues, notamment autour de Noël ou de figures un peu mythiques. Il y a notamment un épisode avec le docteur joué par Peter Capaldi qui, clairement, rencontre le Père Noël, par exemple. Donc voilà, c'est des Le meilleur épisodes... épisode de Noël, à mon sens. Il est super. Mais je pense qu'on partage tous les deux un amour pour ce docteur aux sourcils foncés. Le 12e docteur, oui, c'est Ouais. mon chouchou, c'est mon préféré. Donc du coup, voilà, pour ce nouveau départ, la série continue d'aligner ses classiques avec un épisode de Noël qui sera le premier épisode du 15e Docteur, qui donc prend la suite de David Tennant. Donc on l'a dit tout à l'heure à multiples reprises, mais c'est Ncuti Gatwa qu'on a pu voir notamment dans la série Sex Education et puis aussi dans un rôle dans le film Barbie plus récemment, qui prend la suite. Qu'on a déjà pu voir un petit peu dans le 3e épisode spécial du coup, qui a fait son arrivée à ce moment-là. C'est quoi tes attentes, toi, pour cet épisode de Noël dont on a pu voir déjà quelques premières petites images et plus globalement de cette première saison avec Gatwa? Est-ce que t'as des attentes particulières? Est-ce que t'en as pas particulièrement et du coup t'attends de voir? C'est quoi un peu, comment tu te positionnes? Bah, j'attends un Doctor Who vraiment fun, délirant. Alors, c'est déjà des choses qu'on a pu avoir par le passé, du Doctor Who plus fun. Comme tu disais, il fallait que la série se renouvelle parce que justement, elle était sur une pente où, comme le Docteur accumulait les traumas, au bout d'un moment, ça devenait plus compliqué de faire des trucs un peu délirants et tout ça. Donc, il fallait justement repartir sur une base fraîche et le 15e Docteur déborde d'énergie, déborde d'optimisme. Donc j'ai envie que ça joue un peu là-dessus aussi, qu'on se retrouve avec des épisodes très très fun, très très camp, comme on dit aussi. Et l'épisode de Noël, ça a vraiment l'air d'être ce genre-là. En fait, le truc, c'est que Doctor Who, c'est toujours un équilibre précaire entre le truc rigolo, limite à se taper sur les cuisses un peu, tu vois, et trop rigolo, et le côté ultra sérieux. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, parce que l'histoire en elle-même de l'épisode a l'air assez dramatique, et à côté, on sait déjà des trucs qu'il y a dedans, à travers la bande-annonce ou des extraits qui sont sortis, qui sont d'un ridicule parfaitement britannique, comme dirait Julien, qui me donne très très envie, et ça me fait plaisir que la série aille un peu sur cette dimension-là, en fait, j'aime bien que la série elle change, et c'est l'avantage, c'est que la série, à chaque fois qu'elle change de docteur ou de showrunner, et bah c'est l'opportunité de présenter quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression, vu ce qu'on nous dit dans les épisodes des 60 ans et vu ce qu'on sait déjà de la prochaine saison, qu'on va s'orienter sur un truc un peu plus fantasy que SF. Parce que Doctor Who, c'est de la space fantasy, en fait. C'est pas de la hard SF, c'est pas de la fantasy pur jus,
ni du fantastique pur jus, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et j'aimerais bien que ça penche un peu sur le côté mythe, sur le côté légende. J'aimerais bien que ça aille un peu par là, quoi. Et j'aimerais aussi beaucoup que ce soit musical. Parce que je rêve de Doctor Who musical depuis longtemps. Et j'ai l'impression que Russell T Davies, donc le showrunner actuel, il est sur une ambiance un peu musicose, quoi. Et c'est vrai. Entre l'épisode spécial 3 et ce qu'on a vu de l'épisode de Noël, il y a des petits numéros musicaux pour l'instant. C'est ça, et puis même la nouvelle compagne, elle a un nom qui référence une musique, le nom de l'épisode référence une autre musique. Donc je me dis que voilà, il y a peut-être quelque chose. Il y a des acteurs dans la saison prochaine qui sont des acteurs de soit chanteurs, soit acteurs de Broadway. Donc bon, j'espère que ça serait bien. On peut s'attendre à un docteur finalement qui sera assez différent, j'ai l'impression. Enfin, il y a un peu un côté de on est content, la série elle continue, la série elle revient, la série elle prend un nouveau départ, et j'ai l'impression que peut-être, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui espèrent, justement, on l'a dit, les dernières saisons avant ces épisodes du 60e ont été souvent jugées décevants. De par leur scénario et même parfois leur interprétation, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a Je les défendrai jusqu'à la mort. Mais oui, pareil. Je suis un gros fan aussi de Laird Whittaker, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un peu un retour de Doctor Who, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, notamment, justement, qui... cette expression. Ouais, Doctor Who est jamais parti, c'est vous qui êtes parti. C'est ça. Et cette expression. Et tu as raison. Et je pense je pense que on va voir des mouvements et des avis qui vont être assez intéressants. Je reste très très curieux de savoir comment Russell T Davies a géré ça. Est-ce qu'il va vraiment un peu à l'image du premier spécial, clairement faire ce qu'il veut comme d'habitude et partir vraiment dans une autre direction avec Doctor Who, prendre le personnage, prendre son univers et vraiment le twister et en faire quelque chose de nouveau qui va nous qui apprécions le changement nous faire vachement plaisir, et ceux qui se cramponnent un peu trop à ce qui s'est passé il y a 10 ans, être là en mode mais c'est pas mon docteur, ou s'il va essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, mais ça va être super intéressant parce qu'en effet, effectivement, je te dis à toi, il a l'air d'incarner un docteur qui peut-être, enfin j'allais dire peut-être n'a jamais été aussi lumineux, mais bon, Matt Smith l'était un petit peu, enfin il y avait un petit peu ce dynamisme dans les premiers épisodes avec Matt Smith, mais là je pense que le personnage et l'acteur en lui-même, en fait l'acteur peut vraiment apporter quelque chose de neuf aussi à Doctor Who, quoi. Il suffit de le voir sourire pour se dire que ce mec t'as envie de partir avec lui, quoi. Il est génial. Ah mais grave. Mais moi en une image, en un sourire, il m'avait séduite, quoi. J'étais non mais je te suivrai au bout de l'univers. Ce petit What's It's Going On là qui sort dans le 3e spécial et tout, tu fais ok, c'est génial. Il a l'air d'être, en tout cas, je suis pas un grand fan de Sex Education, j'ai pas vu toutes les saisons, enfin bref, donc je connais assez mal l'acteur, mais il a l'air d'avoir un registre assez étendu. Il peut être effectivement bien dans le côté marrant, délire, et bien dans le côté assez sérieux et assez émouvant, donc je pense qu'il a une palette qui va bien au personnage, et puis ouais, enfin, il transporte avec lui, quoi qu'on dise, aussi un côté queer, un côté aussi peut-être un peu plus jeune, faut le dire quand même, qui permet du coup dans des scènes d'être un petit peu plus mobile. Pensez pour David Tennant qui du coup a dû le suivre pour avoir son niveau de dynamisme. David Tennant qui a 51 ans et Ncuti Gatwa qui arrive avec toute sa fraîcheur de 31 ans là. Et voilà, je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'en attends. J'ai très hâte de voir cette nouvelle saison. J'ai très hâte de voir du coup le spécial de Noël pour commencer à avoir un premier teasing de tout ça, de découvrir donc ce nouveau docteur vraiment dans une de ses aventures et cette nouvelle compagne qui va être présente dans au moins la première saison. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que clairement le rythme de tournage est là, hein. Ils sont déjà, je crois, en train de finir de tourner la saison 2. Ah, ils sont pas en train de la finir, ils sont en train de la tourner, ils ont commencé il y a pas si longtemps que ça, mais oui, non, ils sont en train de tourner la saison 2. En fait, le truc, c'est que Doctor Who a toujours été à la bourre. Ils ont toujours été dans le rush. Et surtout pendant la première ère Russell T Davies, où il faisait à la fois une saison de Doctor Who donc 13 épisodes par an, plus un spécial, plus 2 spin-offs. C'était intenable. Et déjà sur l'ère suivante, sur l'ère de Steven Moffat,
il a pris un peu plus de temps, il y avait des espacements un peu plus gros entre les saisons, il a même fini par couper une de ses saisons en deux. Et après, il faisait carrément des hiatus d'1 an, voire de 18 mois. Voilà, il avait déjà levé le pied. Avec l'Air Chris Chibnall, là, il a carrément dit, moi, je passe à 10 épisodes plus un spécial par an. 13 épisodes, c'est trop. Et il a aussi espacé les tournages. Russell T. Davies, il revient, après s'être tapé un bon burn-out la première fois, entre autres. Là, je pense qu'il s'est dit, le rythme de production de séries télé, c'est plus possible de faire du 13 épisodes par an, donc ça va être du 8 épisodes par an, plus un spécial en fin d'année. Donc 9 épisodes au total, ce qui nous fait quand même du coup 5 de moins que à l'époque. Et par contre, il garantit une saison par an, et il espère pouvoir faire des spin-offs à côté. Pour le moment, il n'y a rien qui est dit, mais enfin, il n'y a rien d'officiel. Mais du coup, en fait, son idée, c'était il faut qu'on ait de l'avance. Parce que par exemple, Flux, donc la saison 13, il y a un des épisodes qui a été terminé le jeudi pour une diffusion le dimanche. Waouh. Et ça, c'est du grand Doctor Who, c'est qu'ils finissent tout sur le fil. Donc là, le truc de Russell T. Davies, c'était pour s'éviter les coups de bourre, et les épisodes, on les tourne 1 an et demi avant. Et mine de rien, comme ça, les épisodes, en fait, ils sont bouclés depuis perpète. Les épisodes spéciaux, là, ils ont fait les diffusions en juillet-août aux acteurs, et à la prod et tout ça. Et ils ont fait quelques modifs depuis, mais quasi rien. Donc en fait, comme ça, ils ont de l'avance. Ils peuvent se permettre, si jamais il y a un moment où il y a un petit coup de... un retard qui est pris, ça les fout pas juste dans la mouise jusqu'au cou. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir fait comme ça. Le seul problème que j'y vois, c'est que du coup... les retours critiques sur les saisons, oui. En gros, ça veut bien dire que Russell T. Davies, il va s'en moquer complètement. Bon, c'était déjà un peu clair, mais le truc, c'est que là, il y a des points qui ont été relevés, des maladresses qui ont été relevées sur les spéciaux, que du coup, on risque de retrouver dans la première saison et dans la deuxième saison, parce qu'elle est déjà écrite, elle est déjà en tournage. C'est vrai que du coup, pour avoir... en fait, du coup, c'est que les gens qui ont bossé dedans, qui ont eu la tête à fond dedans, qui donnent leur avis sur ce sujet-là, et mine de rien, avoir des avis extérieurs, même si tu prends pas en compte ce que dit forcément le public, d'avoir les avis extérieurs, ça peut aussi te permettre toi-même de te remettre en question et d'écrire différemment. J'ai peur que du coup, on manque de ce recul. Mais au moins, comme ça, on est sûr d'avoir Doctor Who une fois par an, parce que mine de rien, d'avoir du Doctor Who super épisodique, où tu sais jamais quand ça sort, et qu'en plus la BBC fait mal la com, ça fait du mal à la série. Oui, c'est sûr. Et puis on imagine de toute façon que si y a plus de moyens, il y a aussi peut-être plus de post-prod, et donc forcément, ils ont besoin aussi de plus de temps pour finir les effets spéciaux des épisodes, quoi. En plus, ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans les épisodes. Ok, écoute, voilà, encore une fois, quand vous écouterez cet épisode, vous aurez vu le spécial de Noël. Dites-nous sur les réseaux ce que vous en avez pensé, et on sera très certainement aussi devant la vidéo que le H-show que vous ferez après la sortie de cet épisode chez Pepperpot Team. Je te remercie. On va conclure sur ces attentes et ce futur pour la série. J'espère que on aura donné envie à nos auditeurs et auditrices de se laisser tenter par ces 3 spéciaux, ou en tout cas par la porte d'entrée dans la série que représentera le spécial de Noël avec Ncuti Gatwa. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas se quitter sur le conseil d'une série similaire à Doctor Who, parce que déjà Doctor Who c'est unique, voilà, hein, y a pas d'équivalent à Doctor Who, et puis parce que Pauline, tu as une actualité importante en ce moment avec un financement participatif en cours pour la création d'une anthologie non officielle dans l'univers de Doctor Who. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors tout à fait, ça s'appelle Les Contes de l'Infini, c'est actuellement sur Ulule jusqu'au 11 janvier. Donc on avait déjà fait une anthologie qui s'appelait Les Contes du Vortex, qui est sur le même principe. Alors les Contes de l'Infini, c'est en quelque sorte la suite spirituelle, mais en réalité c'est pas du tout une suite, les deux peuvent se lire complètement indépendamment vu que ce sont des histoires indépendantes. Donc c'est un recueil de, pour l'instant, 12 nouvelles. Je préfère dire pour l'instant parce qu'année dernière, il y en a une qui s'est rajoutée en cours de route, donc on ne sait jamais. Donc pour le moment, c'est un recueil avec 12 nouvelles différentes, écrites par 8 personnes différentes, donc 8 fans français, et on va essayer de... En fait, on s'est pas mis de contraintes. On parle des docteurs qu'on veut, avec les personnages qu'on veut. Il y a même peut-être des docteurs inventés, qui sait. Mais bon, c'est quand même surtout des docteurs qu'on connaît. Et ça va être des aventures de tout type. Et tu vas avoir des trucs... moi, par exemple, j'ai écrit un Whodunit avec le 5e docteur, avec
avec un de ses compagnons qui fait le narrateur, tu vois, un petit peu à la Hercule Poirot, tu vois, où c'est raconté par la personne qui l'accompagne. Et j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, mais tu vas avoir plein d'autres choses. Tu vas avoir certains trucs qui vont se passer dans des coins perdus en France, une nouvelle qui se passe dans un coin perdu en France. Il va y avoir une nouvelle qui est beaucoup plus côté un peu conte, légende, justement, mythe. Tu vas avoir des nouvelles qui vont parler de sujets assez sérieux, comme par exemple la lutte pour les droits des personnes LGBT. C'est assez varié. Les nouvelles ne se ressemblent pas. T'as véritablement... En fait, on sent les influences que Doctor Who a eues sur chaque personne qui les a écrits, et on s'est vraiment fait plaisir en parlant des personnages qu'on aime, des thématiques qu'on aime, du type d'épisode de Doctor Who qu'on aime. Et je pense que c'est un beau voyage. On a eu des très très bons retours sur le premier, et c'est pour ça que entre les retours et le fait qu'on s'était éclaté à faire les contes du Vortex, on a eu envie de faire les contes de l'infini, et ça a été un vrai bonheur à écrire, et je suis très fière de ma nouvelle, parce que c'est pas facile à écrire un Whodunit. C'est la première fois que je faisais ça, et tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était très efficace, donc j'espère que ça marchera sur vous aussi, si vous lisez cette anthologie. Trop bien, écoutez, on vous invite évidemment à aller sur la page Ulule qui sera en description de ce podcast et de regarder un petit peu les contreparties. Il y en a pour tous les goûts, il y a plein de petits goodies super sympas, l'identité visuelle de tout ça est très soignée et très chouette en plus, donc c'est vraiment un bel objet. Il y a deux versions, une version classique, on va dire, une version de luxe ou collector, je sais pas comment vous appelez ça, avec une super couverture alternative. Oui, alors on n'a pas encore dévoilé la véritable couverture alternative, mais moi je l'ai vue, c'est une dinguerie. Quand Rémi, qui fait partie de l'équipe et qui a écrit une nouvelle, nous a montré la couverture, j'en ai la bouche qui est tombée, quoi. Et c'est lui déjà qui a fait la couverture du poche. La couverture du poche, elle est déjà disponible sur le Ulule, on peut déjà la voir, et c'est une dinguerie, je la trouve magnifique. Avec ce TARDIS complètement... ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous êtes fan de Doctor Who ou que vous aimez cet univers et que vous avez envie comme ça de soutenir la communauté française aussi de Doctor Who, n'hésitez pas à aller... faire un tour sur cette Ulule qui est bien partie à l'heure où on parle, mais il y a toujours besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, et voilà. Ah bah complètement, là je crois qu'on a... La dernière fois que j'ai regardé, on était à 91%, alors que du coup c'est jusqu'au 11 janvier, donc je pense que ça va être validé, ça fait très plaisir. Mais c'est vrai qu'après, plus haut on va, plus il y a de bonus, et puis c'est important aussi en fait de vendre beaucoup de livres, plus que le véritable montant, parce que c'est ça aussi qui va permettre de pouvoir commander plus ou moins de livres, ce qui change énormément de choses pour un financement participatif en fait. Et puis même, rien que pour être lu, c'est super flatteur que les gens veuillent te lire. Et parce que c'est un truc, en fait, on ne peut pas le faire pour gagner de l'argent, tu vois, parce que c'est protégé par la BBC. Et donc, légalement, la BBC n'a aucun problème à ce que tu fasses du contenu fan-made et que tu le vendes, à partir du moment où c'est pas pour faire du profit, en fait. Donc de toute manière, en fait, on fait pas du profit dessus, mais c'est juste que ça permet à côté de faire d'autres projets. Si jamais il y a un peu qui reste, on peut faire du réassort, puis après derrière on peut aller faire des projets de fans, pouvoir faire des tournages spéciaux, enfin c'est cool. Et puis j'imagine que ça vous permet aussi de vous rendre à des conventions ou des salons avec des exemplaires peut-être à dédicacer, à vendre sur place. C'est vrai que du coup à la convention Yggdrasil à Lyon, là on avait des contes du Vortex, ça a cartonné, les gens étaient super contents. Là on a une grosse convention qui est prévue dans quelques mois, je peux pas encore dire laquelle, donc du coup on pourra avoir des contes de l'infini et ça fait bien plaisir parce que c'est vrai que pouvoir discuter avec les gens qui lisent tes trucs, mais ça fait trop plaisir, enfin qui voient aussi tes vidéos, mais ça fait trop plaisir quoi. Trop bien, on vous souhaite le meilleur pour ce financement participatif et puis pour la suite de la chaîne Pepperpot Team. On sera là en tout cas pour tous les débriefs et tous les super anecdotes que vous pourrez nous trouver sur les épisodes à venir. Merci beaucoup de ta présence, Pauline, dans cette watchlist. C'était super cool. Merci beaucoup pour ton invitation, c'était vraiment génial. Merci à tous et à toutes de votre écoute également. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, bien sûr, sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. On le répète à chaque fois, mais c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement et en 2024. Faut pas se leurrer, ça va pas changer. Voilà. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut. Salut. Bonus. Trax.
Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Lane Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Lane Rider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.